La science va bientôt vous changer la vie. Je m'appelle Stephen Hawking et j'aimerais vous faire entrevoir votre avenir. Wow! Dans cette série, 5 éminents scientifiques se penchent sur des innovations révolutionnaires. C'est stupéfiant. Les ondes de choc du progrès se rapprochent de nous. Nos vies seront plus sûres, plus ludiques. Nous nous rencontrerons plus vite, nous vivrons plus longtemps, nous deviendrons plus clairvoyants et plus intelligents. Grâce à ces nouvelles technologies, tout ou presque deviendra possible. Bienvenue dans la science du futur. Il y a 70 ans, les premiers ordinateurs voyaient le jour. Aujourd'hui, les microprocesseurs sont si puissants que la frontière entre le monde réel et le monde virtuel devient floue. Nos 5 scientifiques étudient comment ces nouvelles technologies changent vos vies et vous donnent accès à de toutes nouvelles dimensions. « 90% des données qui existent aujourd'hui ont été générées au cours des 2 dernières années. Et il s'agit en grande partie de données vidéo. Les environnements virtuels comptent déjà de nombreuses applications. Mais pouvons-nous en faire un meilleur usage? Forces armées et forces de l'ordre sont quotidiennement confrontées à des situations dangereuses. Et un bon entraînement fait souvent la différence entre la vie et la mort. Est-il possible de créer un monde virtuel dans lequel ils pourraient faire face à des dangers extrêmes sans risquer d'être blessés? Karine Bondar se rend dans l'État de Géorgie pour enquêter sur un système révolutionnaire en cours de test. Tout soldat ou agent de terrain doit pratiquer le tir. Mais cela ne suffit pas. Le travail en équipe et les exercices tactiques font aussi partie de leur entraînement. Et même après toutes ces heures d'entraînement, il n'y a qu'une façon de savoir si l'on est prêt à affronter l'ennemi. Se retrouver face à quelqu'un qui veut vous tuer. Mais quel exercice tactique peut vous préparer à ce genre de choses? Pour le savoir, Karine va à la rencontre de tueurs armés. Ceci n'est pas un jeu vidéo. Il s'agit d'un exercice militaire extrêmement sophistiqué. Ces hommes sont soumis à une nouvelle forme d'entraînement au combat entièrement immersive. Comme ça paraît bizarre. On dirait qu'il court dans une pièce vide. C'est vrai, c'est vraiment bizarre. Expliquez-moi ce qui se passe. Ce que vous voyez là, c'est VirtSim, le simulateur de combat le plus puissant du monde. Il permet de placer jusqu'à 13 soldats ou agents de police dans un monde virtuel et de recréer une expérience de combat. Je vois. Et cet environnement, qu'est-ce que c'est? C'est un entrepôt dans lequel se cachent des criminels. Et nos hommes doivent entrer et neutraliser tous leurs adversaires. L'idée est de créer un environnement virtuel mais extrêmement réaliste pour permettre à nos soldats et nos agents de police de s'entraîner en situation de danger et de stress. Ils ont un écran devant les yeux. L'un d'entre eux est blessé. Est-ce qu'il sait qu'il a été touché? Oui, quand vous êtes touché, vous recevez un signal, une stimulation sensorielle musculaire. Alors ça permet vraiment de savoir comment vous réagiriez face à quelqu'un qui pointe une arme sur vous. Oui, et c'est le but, car vous ne savez pas comment vous allez réagir tant que vous ne vous êtes pas retrouvé dans cette situation. Sur un stand de tir, vous tirez sur des cibles, mais vous ne vous faites pas tirer dessus. Ce système permet de connaître votre réaction en situation de stress extrême. C'est ça, en situation de stress. Parce que ce n'est pas du tout agréable comme situation. Ce qui nous a poussé à créer VirtSim, c'est que presque tous les simulateurs disponibles sont conçus pour entraîner des pilotes. Il existe toutes sortes de simulateurs aériens. Mais c'est au sol que la plupart des soldats sont blessés en temps de guerre. Je vois. Et ce système a été conçu pour ces hommes. Je vais donner de ma personne pour tester l'efficacité de ce simulateur. Au lieu de l'armure habituelle, on m'équipe de capteurs de mouvement sur tout le corps.
J'ai des capteurs sur les genouillères, sur les pieds. Vous pouvez m'expliquer à quoi ça sert? Ces capteurs sont placés sur différentes parties de votre corps et sont détectés par les caméras. Le système enregistre leur mouvement et applique ce mouvement à un avatar. Et cet avatar me ressemblera? Oui, il aura la même taille et la même corpulence. Les capteurs transmettent un rayon infrarouge aux 84 caméras qui se trouvent au plafond. Celle-ci détermine la position de mon corps et enregistre mes mouvements, puis envoie ces informations à l'ordinateur qui se trouve dans mon sac à dos. Ceci est une visière stéréoscopique qui va me permettre de vivre une expérience totalement immersive dans un environnement en 3 dimensions. La caméra enregistre mes mouvements, envoie ces données à un serveur qui les transmet à mon sac à dos. Et c'est comme ça que j'apparais dans cet environnement virtuel. Je ne l'aurais pas mieux résumé moi-même. Je ne vais pas utiliser un M16, mais une arme électronique. Elle pèse aussi lourd qu'un fusil d'assaut, s'utilise comme un fusil d'assaut et recule comme un fusil d'assaut au moment du tir. Je m'entraîne d'abord sur une cible. Je l'ai eu? Non. Zut. En haut et à gauche. Ok, merci. Je l'ai eu? Toujours pas. Je veux pas absolument tuer quelqu'un, mais... Bien joué. Tout ça, c'est très perturbant. J'ai vraiment l'impression d'y être. Quand je tire, j'ai l'impression que c'est pour de vrai. Quand je me déplace, l'environnement se déplace avec moi. Ça paraît tellement réel. C'est vraiment troublant. VirtSim permet de se retrouver sur le terrain sans être sur le terrain. Mais ce que Karine ne sait pas, c'est que le combat virtuel peut être aussi extrême que dans la réalité. Le scénario. Des individus armés ont été repérés dans un immeuble d'appartements. Vous devez sécuriser tous les meubles, pièce par pièce. Les criminels ont fait feu et pris un otage. Je serai assisté par une équipe d'intervention. Nous avons chacun un avatar qui reproduit nos mouvements et nous pouvons interagir les uns avec les autres. Suis-moi, Karine. Ok. Reste près de moi. Ok, on va tourner à gauche, puis à droite. Rien dans la salle de bain. Tu as sécurisé la salle de bain. Maintenant, va dans la chambre à gauche. Je suis derrière toi. RAS? RAS. Va dans l'escalier. D'accord. Je suis sur les nerfs. Tu nous couvres et on te couvre. Qu'est-ce qu'il y a, Karine? Homme à terre! Homme à terre! Dans cette pièce. Je suis touchée! 2 stimulateurs fixés à mon triceps viennent de m'administrer une décharge électrique pour m'indiquer que j'ai été touchée. Les graphismes sont peut-être moins élaborés que ceux des jeux électroniques, mais ceci n'est pas un jeu. Il y a des conséquences. Je suis morte. J'ai pris une balle. À genoux! Les jambes croisées. Les mains sur la tête. C'est terrible. Je transpire. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. C'est vraiment flippant. À chaque fois qu'il fallait entrer dans une pièce, j'étais terrifiée. Et au bout du compte, je me suis pris une balle et je me suis effondrée. Ça fait mal. Et la partie est terminée. Maintenant, c'est l'heure du débriefing. Joe Harmon va analyser le film. Quand vous entrez dans cette pièce, vous tenez fermement votre arme. Vous gardez les yeux sur les zones à risque. Et vous vous déplacez lentement et de manière méthodique. Vous avez l'air très déterminé. Et vous allez de coin en coin, ce qui vous permet de pointer votre arme devant vous sans avoir à surveiller vos arrières.
Là, votre arme est pointée sur votre partenaire, ce qui n'est pas idéal. Mais je trouve que vous avez bien la posture drôle de dame. C'est parfait. Vous vous débrouillez très bien. Vous surveillez vos arrières. Et maintenant, regardez ça. J'ai été impressionné par votre réactivité. Et regardez votre posture. Instinctivement, vous avez pris une posture d'attaque, comme vous l'auriez fait en situation réelle. Vous vous en êtes très bien sorti. Visionner l'exercice fait partie intégrante de l'entraînement. Cette technologie pourrait ainsi trouver toutes sortes d'applications. Elle pourrait notamment être utilisée par un coach sportif ou un chirurgien qui voudrait s'entraîner à pratiquer une intervention. C'est là que vous recevez une balle. Vous avez une idée de la raison pour laquelle vous avez été touché? J'imagine que je ne faisais pas assez attention. Vous avez l'air assez concentré. Mais regardez ce que vous faites. Ok. C'est une grande pièce. Et vous allez un peu trop vite au centre. Du coup, vous vous retrouvez exposé sous des angles que vous n'êtes pas prêt à couvrir. VirtSim est un outil fantastique qui met les soldats en situation réelle sans les mettre en danger. Mais poussons le concept encore plus loin. Imaginez que l'on y ajoute une fonction tactile. Imaginez que l'on puisse palper les murs virtuels, sentir le sol sous ses pieds. Eh bien, cette technologie est en cours de développement et pourrait être prête dès 2015. Et je suis impatiente de voir ça. Le monde virtuel nous permet de découvrir des lieux auxquels nous n'aurions jamais eu accès autrement. Moi, par exemple, j'aimerais explorer une autre galaxie. Sur Terre, la technologie du satellite nous a permis de dresser une carte extrêmement détaillée du monde moderne. Mais il existe encore de vastes espaces auxquels les GPS n'ont pas accès. Jusqu'à présent. Regardons la vérité en face. De nos jours, il est très difficile de se perdre. Les technologies satellites et terrestres ont permis de créer une vaste base de cartes numériques sans cesse actualisées. Elles nous permettent de savoir exactement où nous allons à l'aide de vues à 360 degrés. Mais notre carte virtuelle du monde est loin d'être complète, puisque le GPS et Street View ne fonctionnent pas à l'intérieur des bâtiments ou dans les sous-sols. Ainsi, les plans que nous utilisons sont souvent obsolètes depuis des années. Mais à Baltimore, des scientifiques s'intéressent au problème. Arati Prasad s'apprête à tester une nouvelle invention très intrigante. Comme dans toutes les villes, le centre de Baltimore est densément construit. Mon GPS me permet de m'orienter parmi ces tours, mais dès que j'entre dans un parking, mon appareil devient inutile. Aujourd'hui, ça pourrait changer. Au laboratoire de physique appliquée Johns Hopkins, où l'idée du GPS a vu le jour il y a plus de 50 ans, une équipe d'ingénieurs a conçu un dispositif capable de cartographier ce monde souterrain en 3 dimensions. Et je m'apprête à tester leur invention. C'est en cherchant un moyen de permettre à leurs robots de s'orienter que ces scientifiques ont eu l'idée de cette technologie de cartographie avancée. Bonjour. Bonjour. Alors c'est ici que tout a commencé? Oui, ça c'est notre robot de recherche. En 2005, on a travaillé sur un projet de véhicules autonomes, des véhicules qui pourraient exécuter des tâches par eux-mêmes. Le problème, c'est que le GPS ne fonctionne pas à l'intérieur des bâtiments, car les murs bloquent le signal. Alors on utilise le SLAM, une technologie de localisation et de cartographie simultanée. Le SLAM établit une carte de l'environnement à l'aide d'un scanner laser et le robot peut utiliser cette carte pour se déplacer et naviguer dans l'environnement. Un laser pivotant émet un rayon infrarouge et le système chronomètre le temps qu'il faut à ce rayon pour revenir. Ces petits points blancs indiquent les endroits où le rayon rencontre un objet de l'environnement, un mur, une chaise, ou même Jason et moi. On obtient ainsi une carte des environs en temps réel, et le robot peut éviter les obstacles. Comment avez-vous transformé cette technologie en un système qui pourrait servir à l'humain? Je vais vous montrer. Regardez ce sac à dos.
C'est la même technologie sous une forme portable. Le laser qui se trouve sur le haut du sac est beaucoup plus petit. Mais il fonctionne de la même façon. Il mesure la distance aux obstacles qui vous entourent. Et vous pouvez voir les cartes qui se forment à mesure que vous avancez. Génial. Et ça se porte comme un sac à dos? Exactement. C'est plutôt léger? Ça, c'est moi. Ce point rouge au milieu de l'écran, c'est moi. Alors, si je zoome... Ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que ce ne sont pas juste des lignes blanches et des points. Oui, c'est beaucoup plus détaillé. Comme ma démarche est beaucoup moins linéaire que celle d'un robot, le sac à dos est équipé de capteurs qui tiennent compte du mouvement du sac à dos pour compenser les à-coups de mes pas. On a aussi ajouté une fonction. Si vous touchez l'icône en forme de caméra dans l'interface, vous faites apparaître une photo des endroits par lesquels vous êtes passé. Ok. Super. Et si vous faites glisser votre doigt sur l'écran, la vue fait un tour complet. Vous pouvez voir à 360 degrés. Alors je peux faire mes propres cartes? Tout à fait. IMAPS fonctionne à l'intérieur d'un laboratoire. Mais pour avoir une vraie utilité, il doit pouvoir fonctionner dans toutes sortes de structures construites par l'homme. Alors, comment ce prototype portable se comportera-t-il dans un environnement plus difficile? Ceci est le Tani, un navire des gardes-côtes américains. Un labyrinthe composé de couloirs étroits et de plus de 140 salles réparties sur 8 ponts. Emmuré dans 2500 tonnes d'acier, il est complètement imperméable aux signaux GPS. Parfait. Je vais mettre votre sac à dos et essayer de m'orienter à l'intérieur du bateau. Ça va être difficile parce que c'est plein de recoins, d'escaliers, de portes. Il y a des tuyaux, des conduits, des murs courbes. Donc ça va être beaucoup plus compliqué. Ok. Et voilà. Je suis impressionnée par la précision de ce système. Chaque détail des cabines et des couloirs est enregistré et mesuré avec un niveau de détail phénoménal. Et pour cela, il me suffit de me déplacer à l'intérieur du bateau. Le résultat est incroyable. Regardez comme c'est étroit. Ce bateau est un véritable labyrinthe. Je suis montée et descendue, et le navire lui-même est incliné. J'ai dû enjamber des marches et baisser la tête parce que les portes sont très basses. Alors je suis vraiment bluffée. C'est impressionnant. Je suis vraiment étonnée par le niveau de détail. On voit tous les murs de la pièce. Oui, chaque carré de la carte représente environ 5 cm. La caméra a enregistré chacun de vos pas. Alors si vous cliquez sur l'icône en forme de caméra, puis sur cette salle... C'est la salle dans laquelle on est? Oui. Et si vous faites pivoter la caméra, vous retrouvez chaque détail de cet environnement. Et avec une caméra, on pourrait repérer toutes sortes de choses dans l'endroit en question. Tout à fait. Quand on a développé ce système, on voulait y intégrer différents types de capteurs. Ce rayon, par exemple, pointe vers le haut et permet d'obtenir une représentation en 3 dimensions de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Mais on peut aussi intégrer plein d'autres types de capteurs. Imaginons que vous cherchiez à cartographier un centre commercial et à connaître la couverture Wi-Fi dans tout le centre commercial. Vous pouvez incorporer ce capteur au système et obtenir une carte montrant la topographie des lieux, mais aussi les données recueillies par le capteur. Et c'est interactif. Oui, c'est interactif parce que ça utilise l'imagerie. C'est une technologie qui permet de voir un lieu virtuellement sans y être. Et c'est une précision impressionnante. IMAPS a prouvé qu'il était capable de dresser la carte d'un bateau. Au cours des prochaines années, un nombre croissant de bâtiments seront intégrés à ce système. Et même dans cet immense centre commercial, on ne se perdra plus jamais. Cette technologie pourrait avoir des applications très sérieuses dans un futur plus immédiat. Elle pourrait permettre aux secours de cartographier en quelques minutes un bâtiment qui s'est effondré, ou à la police de cartographier la scène d'un crime.
Aujourd'hui, il y a plus de données échangées dans le monde chaque seconde que de données stockées sur tout l'Internet il y a 20 ans. Des scientifiques pensent que cette incroyable capacité numérique pourrait permettre de créer des objets dans le monde virtuel et de leur donner vie, au sens propre de l'expression, dans le monde réel. Une technologie qui pourrait avoir d'incroyables retombées. J'avais 21 ans quand j'ai appris que j'étais atteint d'une maladie dégénérative. Les médecins ne me donnaient pas plus de 2 ans. Grâce au ciel, je suis encore parmi vous. Les individus souffrant d'une défaillance d'organes sont souvent confrontés au même pronostic. Mais aujourd'hui, un projet avant-gardiste ouvre de nouvelles perspectives pour l'avenir. En Californie, une équipe de scientifiques a établi que si l'on pouvait créer un organe sur un ordinateur, il devrait être possible de l'imprimer. Daniel Kraft a décidé d'enquêter sur ce scénario de science-fiction. Une des technologies qui risque de bouleverser notre quotidien est l'impression en 3 dimensions. Cette technologie fonctionne sur le même principe que les imprimantes en 2 dimensions que nous avons chez nous. Sur la base d'un dessin en 3 dimensions, elle superpose différentes couches de liquide, de poudre ou de matière solide pour créer n'importe quelle forme. Pour tout vous dire, je porte une ceinture imprimée en 3D, un modèle unique. Et j'ai même fait imprimer une version miniature de moi, un mini-moi. Aujourd'hui, les développeurs de cette technologie envisagent une application qui pourrait permettre de résoudre un grave problème. Aux États-Unis, 18 personnes meurent chaque jour dans l'attente d'une greffe d'organes. Nous manquons d'organes. Et je suis médecin. Alors je peux vous dire que lorsqu'un organe devient disponible, il faut tout de suite aller le chercher et le ramener sur le lieu de la greffe. Et si on parvenait à combiner informatique et ingénierie tissulaire pour créer des organes sur mesure et disponibles à la demande? Comme ça, on dirait de la science-fiction. Mais ici, chez Organovo, on développe bel et bien une technologie permettant d'imprimer des tissus humains, cellule par cellule. Keith Murphy est l'un des initiateurs de ce projet. Keith, vous pensez qu'un jour on pourra imprimer des organes sur mesure? On ne peut pas encore imprimer des organes entiers, mais on peut imprimer des tissus de plus petite taille, comme des vaisseaux sanguins. On a déjà prélevé des cellules souches sur les tissus adipeux d'un patient et créé un vaisseau sanguin à partir de cette source de cellules. Alors comment produire un vaisseau sanguin vivant? Le processus est similaire à celui qui a permis d'imprimer ma ceinture. Tout d'abord, des scientifiques comme Viviane dessinent une représentation virtuelle du tissu qu'ils veulent imprimer. Je viens de dessiner une structure tubulaire ou un vaisseau sanguin. L'interface est très facile à utiliser. Comme vous pouvez le voir, il suffit de cliquer sur ces blocs de construction pour définir la matière, qui peut être un gel, un certain type de cellule, et l'imprimante la reconnaît. Les cellules A, B ou C, les différents types de cellules correspondent à différents types d'encre. C'est ça. Et est-ce que je peux créer un vaisseau qui aurait une autre forme, circulaire par exemple? Tout à fait. Je peux essayer? Oui, allez-y. Vous voyez, c'est même à la portée d'un médecin. Combien de cellules représentent chacun de ces cercles? C'est de l'ordre de plusieurs millions de cellules par vaisseau sanguin. C'est vraiment incroyable. C'est un peu comme de la création assistée par ordinateur. En temps normal, on dessine un carré ou une image à l'écran, mais ici, le logiciel de création ne sert pas seulement à dessiner un objet, mais à créer de la matière cellulaire, un vaisseau sanguin. Le défi consiste à faire de cette structure cellulaire virtuelle une réalité. Tout d'abord, il faut la matière première, l'encre biologique de l'imprimante. Dans le cas présent, des cellules de foie humain dont la taille est assez similaire à celle des gouttes d'encre d'une imprimante à jet d'encre. Pour les besoins de ce test, nous allons imprimer un foie miniature. Celui-ci mesurera 1/2 mm d'épaisseur et 4 mm de largeur, mais fonctionnera presque comme un vrai foie. Donc ça, Viviane, c'est l'imprimante. Et je vois 2 cartouches différentes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cartouches? Cette cartouche contient les cellules souches. Et celle-ci contient les cellules qui composent la matière secondaire. Le fonctionnement de la bio-imprimante est similaire à celui d'une imprimante à jet d'encre. Sur la base d'un dessin créé par ordinateur, l'imprimante 3D produit des feuilles de papier compatibles avec les cellules. Composé de collagène ou de gélatine, celui-ci maintiendra temporairement les cellules en place. Puis elle applique des amas de cellules vivantes sur ce papier biologique.
Chaque goutte de cette encre biologique mesure environ 250 micromètres d'épaisseur, soit un tout petit peu plus qu'un cheveu humain. Ce processus nécessite une précision absolue. L'un des grands avantages de l'impression en 3D, c'est que l'on maîtrise le placement des cellules. On les dispose exactement comme on veut, puis on les laisse faire ce pour quoi elles sont naturellement programmées, former des tissus. C'est ce qu'il y a de fascinant dans ce processus. Une fois les cellules en place, la nature prend le relais. Conservées dans des incubateurs, les amas de cellules fusionnent pour créer des structures tissulaires plus complexes. Les cellules imprimées hier ont incubé et commencent à former des tissus. Alors en 24 heures, la matière cellulaire est imprimée, incube et se développe. Et ces tissus sont prêts à être envoyés au laboratoire de toxicologie. Mais les tissus imprimés sont-ils réellement similaires à ceux d'un vrai foie? Pour le savoir, je vais les comparer à la coupe transversale d'un foie humain. C'est très délicat et très fin. Elle mesure 5 microns d'épaisseur, cela correspond à une couche de cellules. Ensuite, je la dépose sur une lame, je la colore et je la place sous le microscope pour l'examiner. J'ai ici une fine section de foie humain qui a été colorée. Le foie est un organe extrêmement complexe qui est essentiel au fonctionnement du corps et a pour rôle d'éliminer les toxines du sang. Organovo a également imprimé ces cellules de foie. J'ai donc ici un tissu de foie humain imprimé en 3D à partir de cellules souches. Pour examiner le résultat, il faut un microscope. Est-ce que ça ressemble à un foie humain? Tout à fait. Les tissus sont viables. Les cellules sont en bonne santé et bien organisées. Et c'est un processus automatisé, assisté par ordinateur, qui a permis d'obtenir ce résultat. C'est donc une réussite. Ainsi, ces cellules de foie peuvent d'ores et déjà être utilisées dans le cadre d'études scientifiques visant à tester des médicaments ou étudier des maladies. Et comme ces tissus ont le même ADN que leur donneur, ces tests peuvent être adaptés à chaque patient. Une avancée révolutionnaire dans le domaine de la médecine. Quelle possibilité est-ce que ça ouvre pour l'avenir? Dans un futur proche, cette technologie pourrait permettre de créer, à partir de cellules prélevées sur un patient, des organes en vue d'une greffe. Donc c'est une avancée phénoménale pour la médecine. C'est l'utilisation de l'impression 3D, l'ingénierie tissulaire, la création assistée par ordinateur, la génomique. Et la combinaison de toutes ces disciplines va permettre de créer des organes et des tissus de manière efficace et révolutionnaire. Tout à fait. Dès 2015, on pourrait assister aux premières greffes de tissus bio-imprimés sur des humains. Avec l'impression de tissus de foie, cette branche passionnante de la médecine progresse à grands pas. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir imprimer des organes entiers comme le rein. Mais j'espère qu'un jour, ce ne sera plus de la science-fiction. Le monde de la science-fiction évolue aussi vite que les autres. J'ai entendu parler d'un système de réalité virtuelle si immersif que son utilisateur réagit comme s'il s'agissait de la réalité. Dans le monde lucratif du divertissement, la réalité virtuelle demeure un rêve insaisissable. Car souvent, le résultat est décevant. Pourrons-nous un jour nous immerger de manière si totale que la réalité et l'imaginaire deviendront une simple vision de notre esprit? En Californie, une équipe affirme avoir mis au point un système révolutionnaire. Chris Elias-Smith s'apprête à tester ce casque futuriste afin de déterminer s'il mérite tout l'intérêt qu'il suscite. Quand j'étais petit, je m'imaginais que la réalité virtuelle allait m'ouvrir toutes les portes. Je pouvais être un guerrier, un capitaine de vaisseau spatial, un pilote de motoneige. Bref, tout allait être possible. Et on disait que la technologie de la réalité virtuelle était pratiquement au point. Poussez-vous, poussez-vous! Oh oh! Les motoneiges et les arbres ne font pas bon ménage. C'est gros. Ça fait du bruit. Ça va vite. Mais ce n'est pas de la réalité virtuelle. Tu as gagné la médaille d'or. Danse, ma belle. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ouais. Gouvernements et entreprises investissent par millions dans la recherche sur la réalité virtuelle. C'est un rêve qui nous vient de la science-fiction, mais ce rêve n'a jamais vraiment trouvé sa place dans notre quotidien. Est-ce sur le point de changer? Je suis en Californie pour rencontrer Palmer Luckey. Est-il parvenu à faire fonctionner la réalité virtuelle? Je vais bientôt le savoir. Chris Elias-Smith. Palmer Luckey. Comment ça va? Bien.
Palmer, vous devez savoir mieux que personne que depuis près de 20 ans, les scientifiques essaient en vain de mettre au point une technologie de réalité virtuelle. Qu'avez-vous fait pour réussir là où tous les autres ont échoué? Quand vous avez vu Matrix et que vous êtes fan de jeux vidéo, vous voulez retrouver la technologie de Matrix dans tous vos jeux. J'ai découvert au fil de mes recherches que la réalité virtuelle n'est pas aussi compliquée que ce qu'on pense. Vous vous êtes intéressé à ce qui se faisait? J'ai acheté un nombre incalculable de visiocasques. Je les ai démontés pour voir comment ils marchaient et j'ai essayé de les améliorer. Vous avez pas mal de choses sur votre bureau. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est cet objet. C'est un vieux visiocasque. Vous voulez essayer? Et comment? Voilà. Une grille. Comme vous pouvez le constater, c'est très au point. C'est vrai. C'est fou. Si je regarde par là, puis que je tourne la tête, je vois le problème. Cette vieille technologie ne parvient pas à suivre le mouvement de ma tête. Les murs se déplacent bizarrement et ça me donne le tournis. C'est ce que les développeurs appellent la dérive. Vous pouvez m'expliquer ce que je vois et pourquoi c'est si perturbant? Ceci est le résultat d'une capture effectuée à l'aide d'un accéléromètre. Et le problème de l'accéléromètre, c'est qu'il ne mesure que l'accélération et la direction de la gravité. Alors comme vous pouvez le voir, la pièce tourne autour de vous quand vous bougez la tête. Oui. Et cela engendre un autre problème, la latence, c'est-à-dire un décalage entre vos mouvements et la réaction de l'image. Tout cela ne contribue pas à offrir une expérience agréable et réaliste. Mais Palmer Luckey et son équipe seraient parvenus à résoudre le problème de la dérive et de la latence en développant ceci. L'Oculus Rift. Voici le kit développeur. Cool, je peux le prendre? Oui, bien sûr. On dirait des lunettes de ski. Tout à fait. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un détecteur conçu spécialement pour la réalité virtuelle. Cette puce contient un gyroscope numérique qui enregistre les changements d'orientation de la tête 1000 fois par seconde et, à la manière de l'oreille interne, envoie des signaux vers un émetteur sophistiqué. Elle se trouve sur l'avant de la lunette et enregistre les mouvements de l'utilisateur. Ça fonctionne un peu comme le cerveau humain. Le système prend des mesures et les utilise pour actualiser ce que vous voyez comme le cerveau actualiserait ce que vous voyez dans le monde réel. Exactement. Alors la puce de l'Oculus Rift est une sorte de cerveau. L'Oculus Rift a permis de réduire les problèmes de dérive et de latence. Mais la vraie réalité virtuelle, c'est lorsque l'utilisateur oublie l'environnement réel dans lequel il se trouve et se retrouve entièrement immergé dans un environnement virtuel. En d'autres termes, il doit croire à ce qu'il voit. Et ça, c'est quoi? C'est assez étrange. On ne voit pas ça sur les masques de ski. Non, ce sont les lentilles. C'est un des piliers de la technologie de l'Oculus Rift. Ce sont des verres très grossissants. Ça donne une distorsion qui crée une image sphérique autour de vous. On a un plus grand champ de vision, ça rend l'expérience plus immersive, contrairement aux petits écrans d'avant. Exactement. Donc, ces lentilles sont dirigées vers l'écran. Tout à fait. Je vois. Mais pour me faire une idée de son fonctionnement, je dois l'essayer. Prenez-le avec vos deux mains, posez-le sur vos yeux et tirez la sangle vers l'arrière, comme vous le feriez avec des lunettes de ski. Ok, pour l'instant c'est flou. Vous devez faire la mise au point. Essayez de bouger la tête. Ah voilà, c'est mieux. C'est mieux? Oui, c'est parfait. Super. Je vais jouer à un célèbre jeu vidéo, sauf que j'évoluerai dans un environnement virtuel en 3D. L'écran affiche ce que vous voyez à l'intérieur du casque. Ici, on a deux images, une pour chaque œil. Mais à l'intérieur du casque, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Votre cerveau se charge de les réunir. L'Oculus Rift est donc conçu pour fonctionner comme vos yeux. Et c'est ce fonctionnement stéréoscopique qui le rend si immersif. Quand vous regardez l'arrière-plan, vous avez une sensation de distance et de profondeur. Faisons un essai. Regardez à gauche, à droite, en haut, en bas et par-dessus votre épaule. Je n'ai pas de jambes. Tournez à 180 degrés. Regardez derrière vous. Le dispositif suit les mouvements de votre tête sur 360 degrés, et cela sans latence ou presque. Et c'est aussi ce qui fait du Rift une expérience si immersive. Okay. Prenez la manette. Vous êtes prêts. Vous pouvez aller vous balader dans la ville du jeu. Si vous tournez la tête, vous voyez tout l'environnement. C'est comme si vous y étiez. J'essaie de dégommer ce robot et je n'ai aucun problème pour le suivre. Je peux lui courir après, je peux le garder dans ma ligne de mire.
Pourquoi est-ce que c'est si facile? Une des premières caractéristiques du Rift, c'est l'absence de latence. C'est essentiel pour que l'expérience soit immersive. Il faut que le joueur ait l'impression d'être dans l'environnement. Malheureusement, je ne peux pas vous faire vivre ce que je vis, mais c'est vrai que l'image est très fluide. Les données recueillies par les capteurs sont traitées si rapidement que le décalage n'excède pas 30 millisecondes. Ça se rapproche de la façon dont nous voyons le monde réel. En dessous de 20 millisecondes, le décalage n'est plus perceptible. Pour arriver à développer une sorte de holodeck, il faut réduire la latence au maximum, se rapprocher d'une latence nulle. Alors, quelle est votre première impression? Eh bien, j'ai l'impression d'y être. Ah! Dès que vous commencez à tomber, ça va directement dans votre système vestibulaire. C'est le neuroscientifique qui parle. Vous avez vraiment l'impression de tomber. C'est fou. C'est ça l'Oculus Rift, un système qui permet de s'immerger dans le jeu et de le vivre. Bienvenue dans le réel. Oh, c'est trempé. C'est pas grave. Dans la réalité virtuelle, votre corps réagit comme il le ferait dans la vie réelle. Quand vous avez l'impression de tomber, vous avez peur, vous paniquez. Votre rythme cardiaque s'accélère et vous transpirez. C'est vrai. C'est dur à définir. Je ne trouve pas les mots. C'est ce qu'on aime entendre. C'est très impressionnant. Quand est-ce que je pourrais acheter un Oculus Rift? On ne veut rien commercialiser tant que ce n'est pas complètement au point. Il faut que ce soit parfait. Mais on est aussi impatient que vous. On parle de semaines, de mois, d'années, de décennies? On parle de mois, pas d'années. Le lancement de l'Oculus Rift est prévu pour 2014. Avec l'Oculus Rift, ce jeu sera encore plus captivant. Le monde technologique retient son souffle jusqu'à la sortie de ce système révolutionnaire. À mesure que la capacité de traitement des données progresse, la réalité virtuelle ne peut que s'améliorer. Mais il reste la question de l'interface qui fait le lien entre l'utilisateur et la technologie. Pour que l'expérience soit totalement immersive, l'ordinateur devra lire dans nos pensées. Comment cela est-il possible? Un jour, la convergence entre réel et numérique sera telle qu'elle deviendra déterminante et forgera notre monde. Aujourd'hui, cette interaction se limite à nos actions physiques et aux dispositifs que nous utilisons. Mais un jour, j'espère que cela ne sera plus le cas. Ce serait une révolution vraiment libératrice. Mais cela est-il possible? Jim Al-Khalili va s'efforcer de répondre à cette question en Hollande. Imaginez qu'un jour, nous soyons capables d'interagir avec nos technologies et les uns avec les autres, rien que par le pouvoir de la pensée. Bonjour. Les appareils comme celui-ci ne seraient plus qu'un lointain souvenir. Mais est-ce faisable? À l'université de Maastricht, des neuroscientifiques ont bien avancé dans ce domaine. Jim est allé leur rendre visite. Bettina Sorger est l'initiatrice de ce projet. Elle a développé un système capable de traduire 3 types d'activités cérébrales, la lecture, le calcul et la visualisation d'images en lettres de l'alphabet. Plusieurs régions du cerveau entrent en action lorsque vous exécutez une tâche cérébrale. Par exemple, une tâche d'imagerie motrice. Motrice désigne ici le mouvement. Un certain nombre de zones du cerveau sont sollicitées, mais elles diffèrent pour chaque activité. Par exemple, pour le calcul mental. Comme quand je récite mes tables de multiplication? Oui. Et pour une autre activité, par exemple se parler à soi-même, se réciter un poème que l'on connaît par cœur, c'est un autre réseau de régions qui entre en action. Ainsi, chaque tâche cérébrale sollicite différentes régions du cerveau. Nous avons ici une représentation en 3D du cerveau. Les zones colorées sont les régions actives lors de l'exécution de certaines tâches cérébrales. Est-ce qu'on pourrait en étudier une? Bien sûr. Pour voir quelle partie s'illumine. OK. Ici, en couleur, vous voyez les 2 zones sollicitées lorsque le sujet exécute une tâche d'imagerie motrice. Alors quand vous faites un dessin, ces régions s'activent. Exactement. Ces zones consomment de l'énergie, elles consomment de l'oxygène, et c'est ce que l'IRM détecte. Bettina a donc créé un logiciel capable de déchiffrer notre logiciel.
L'IRM fonctionnel, ce n'est pas nouveau. Alors, qu'est-ce que vos recherches apportent de nouveau et de différent? Notre but est d'adapter cette technologie et d'utiliser notre connaissance du cerveau pour développer une interface cerveau-machine qui permettrait d'épeler des mots à l'aide du cerveau. Alors mon cerveau serait directement connecté à l'ordinateur. Il ne serait plus nécessaire de taper sur un clavier ou d'utiliser une souris. C'est ça. Il ne serait plus nécessaire de bouger. Il suffirait d'utiliser ses pensées. À l'aide de l'IRM fonctionnel, le logiciel développé par Bettina identifie les tâches exécutées par le cerveau sur une période de temps donnée et attribue une lettre de l'alphabet à chacune de ces tâches. Je voudrais en savoir plus, mais d'abord, je dois apprendre à parler le langage des machines et pour cela, je retourne sur les bancs de l'école. Voici une représentation visuelle qui va vous aider à encoder vos lettres pour les attribuer à une tâche. 7, 14... Stop. Maintenant, on attend que les barres disparaissent. La théorie est la suivante. Pour dire A, je dois faire un dessin dans ma tête au moment où la lettre A s'illumine à l'écran. Ingénieux. Je crois que je suis prêt. Je pense aussi. Alors allons-y. Est-ce que cela peut vraiment marcher? Au premier abord, ça paraît beaucoup de travail pour épeler une lettre de l'alphabet. Mon univers est maintenant réduit à ce que j'ai devant les yeux, c'est-à-dire un écran sur lequel je vais lire ce que je vois. Je vais maintenant vous poser une question. Où avez-vous passé vos dernières vacances? Ok. Si je dessine une forme dans ma tête, le scanner devrait localiser la zone de mon cerveau stimulée par cette activité. Il devrait ensuite établir une correspondance entre ce signal et une lettre, en l'occurrence H. On dirait... Ah, voilà, H. C'est assez net. Parfait. La dernière lettre est aussi correcte. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 lettres sur 7. Jim, je pense que vous êtes allé à Hawaï. C'est ça. Je suis impressionné. Un ordinateur vient de lire dans mes pensées. Alors, comment ça s'est passé? Vous vous en êtes bien sorti. Venez, je vais vous montrer. Ici, sur la première ligne, ce sont les premières propositions. La deuxième ligne indique les deuxièmes propositions et ainsi de suite. La première lettre est donc un H. Pour la seconde lettre, le décodeur a identifié un B au lieu d'un A. Mais il propose aussi le A en seconde position. Alors ce n'est pas si mal. Les deux lettres qui suivent sont aussi correctes. Pour l'avant-dernière lettre, c'est une fois de plus la seconde option qui est la bonne. Et la dernière lettre est correcte. Alors on peut dire qu'il a reconnu d'emblée 5 lettres sur 7. Et il y aura un logiciel qui devinera qu'il s'agit du mot Hawaï. Tout à fait. C'est incroyable. Il a vraiment lu dans mes pensées. Vous y êtes pour beaucoup. Et quand est-ce que cette technologie sera disponible? L'idée est de transformer cette technologie en un dispositif mobile. On devrait pouvoir l'utiliser dans 5 à 10 ans. Et vous pensez qu'un jour, au lieu de s'asseoir devant un écran et de taper sur un clavier, on mettra un casque et on commandera l'ordinateur par la pensée? Cela pourrait être une option pour les personnes qui n'ont pas d'autres possibilités. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore abouti. Il faut continuer à développer la technologie et on verra ce qui en ressort. Quoi qu'il en soit, c'est fabuleux. Le numérique a complètement changé notre vision du monde. La frontière entre le virtuel et le réel ne sera peut-être jamais abolie, mais un jour, nous ne serons probablement plus en mesure de déterminer de quel côté nous sommes. Un jour peut-être, il ne sera plus nécessaire de distinguer ce qui est réel de ce qui n'est pas réel. Mais comme nous n'avons pas encore inventé le voyage dans le temps, je dois vous laisser. Je vous remercie de votre attention.